Vous allez maintenant écouter un podcast du Trio économique. Savez-vous que la version intégrale avec bonus est disponible sur patreon.com/isénéchal. Vous aurez accès au podcast dès qu'il est prêt, c'est-à-dire probablement environ 3 semaines avant la date d'aujourd'hui. Yes, salut tout le monde. On y va avec le trio économique aujourd'hui. L'ouverture, ça va être Vincent qui va parler beaucoup. Non pas parce que généralement, il parle tout le temps, mais là, ce coup-ci, on va essayer de ne pas l'interrompre. Puis, c'est quand même assez important ce qu'il veut nous dire. Il y a un de ses amis qui est décédé récemment, Germain Belzile. Puis, je le connaissais bien aussi, mais pas autant que Vincent. Fait qu'on va laisser une belle patinoire à Vincent pour les premières minutes de ce podcast-là. C'est assez évident. Ouais. Mais juste important que les gens comprennent que c'est quand même un économiste aussi. On ne parle pas juste de. C'est pas comme si c'était ton beau-frère qui est décédé. Oui, Vincent veut livrer un témoignage. Là, ça a quand même un lien avec le sujet du podcast. Là, juste pour le préciser, parce qu'il y a des gens qui vont comme ça. C'est qui ça, Germain? Pourquoi Vincent parle de ce gars-là? Ben, en fait, je suis vraiment sûr que tout le monde qui écoute le podcast, c'est ouais, je pense que oui. Je pense que les gens savent c'est qui, mais pour ceux qui ne le savent pas, Germain, c'était un économiste libertarien qu'il y avait au Québec, l'un des 4 qui, jusqu'à la semaine passée, était en vie. Ou en fait, je dirais 4 économistes québécois libertariens. Ça ne veut pas dire qu'ils sont au Québec nécessairement. Il y en a beaucoup qui se sont exilés. Un quart au moins s'est exilé. Au New Hampshire, hein, si je ne me trompe pas. Non, je parle d'un gars en Virginie. Ouais, c'est ça. Okay. C'est un pas beau, celui-là. Mais Germain est mort des suites d'un cancer du pancréas. Il avait 64 ans. Et Germain, sans que les gens, nécessairement, ceux qui ne le connaissent pas ou ceux qui le connaissent uniquement par ses interventions médias, Germain a eu probablement la plus grosse influence possible sur le mouvement, tu pourrais appeler droite libérale au Québec, parce qu'il y a comme des centaines de personnes qui ont à son égard une sorte de dette intellectuelle ou une impression favorable de lui, ou qu'il a été l'introduction au libertarianisme via Germain, parce que Germain, en plus d'être un excellent économiste, c'était un gars toujours courtois, poli, généreux de son temps, faisait pas des petites attaques gratuites, était généralement il pouvait être baveux un peu, mais il avait cette capacité-là de parler avec les gens. Et Germain était vraiment tout un personnage. Moi, en fait, c'était mon père adoptif à toute fin pratique. C'est lui qui m'a appris tellement de choses, c'est lui qui m'a encouragé, c'est lui qui me poussait à faire mon doc. Germain était vraiment un être exceptionnel. En fait, quand la dernière fois que je l'ai rencontré, il m'expliquait qu'il me montrait une partie de sa bibliothèque chez lui, puis il me disait qu'il y avait certains livres qui se ramasseraient bientôt dans la tienne. Oui, on en avait parlé, en fait, pendant la dernière fois qu'on s'est vu. On avait parlé de ça, puis le soupir d'exaspération de ma blonde aurait pu être mesuré sur une échelle de Richter. Là, ma blonde est tannée de voir des livres qui départissent partout. Mais Germain avait vraiment eu cette espèce de grande influence sur le mouvement à cause de sa contribution aux idées, mais aussi à l'entraînement à toute fin pratique de plusieurs jeunes libertariens. Et ce qui vaut la peine d'être mentionné, je pense que c'est ça un peu le tribut que j'aimerais y faire aujourd'hui, là, pour tous ceux qui sont des fans de Martine Ouellette. Parce que c'est une politicienne exceptionnelle. Un sens aguerri d'occuper des niches qui ne sont pas déjà occupées, parce que ce qui manquait au Québec, c'était un parti de gauche écologiste, souverainiste. Hein. Il y avait un gros vide, il y avait un gros vide dans le paysage. Elle se présente à la prochaine élection à Marie-Victorin, by the way. Oui, qui était mon ancien comté, soit dit en passant. Donc, je ne pourrais pas voter contre elle. Ouais, ben, elle a des chances. Elle a des chances, Yann. Voyons comment il s'appelle. Pierre-Paul Plamondon, il ne se présente pas finalement.
Ben écoute, je savais pas qu'il y avait une chance lui aussi, mais Ben là, franchement, même les libéraux voulaient lui laisser le champ libre, là, vu que c'est une oui, tradition. Les libéraux qui avaient fait 8 dans le comté de Marie-Victorin. 15. T'es pas généreux, là. 15. Non, ils avaient fait 9 à la dernière élection générale. Ben, en fait, moi, Je te garantis, si c'est pas 9, c'est 8. En fait, Ils mon n'ont même rêve. pas eu leur remboursement. J'écoute Mario LCN. Mon rêve dans tout ça, puis désolé de briser ton témoignage avec ce manque de générosité, mais mon rêve, c'était que les libéraux, la CAQ et QS ne se présentent pas, mais qu'ils perdent pareil. Aux mains de Martine. Aux mains de Martine. Ça serait effectivement un troll monumental. Mais ceci dit, la raison que je parlais de Martine, c'est parce que Germain et moi, Germain, sans que les gens le sachent, il y a eu probablement plus d'effets sur les politiques publiques que 1000 personnes qui ont voté pour la CAQ. Et probablement qu'il y a 1000 fois plus d'effets que 1000 personnes qui ont voté pour la CAQ. Preuve que votre vote ne compte pas pour beaucoup. Germain et moi sommes allés 3 fois en commission parlementaire pour témoigner sur des sujets de politique publique. C'est là que je l'ai découvert. La première fois, c'était sur le prix unique du livre. J'avais raison, 15%. En 2018, j'écoute mon Mario Dumont à LCN avec assiduité. Je suis sûr qu'il n'a pas fait 15% des libéraux. C'était Wikipédia qui le dit, même. Je peux me tromper dans ce cas. Ah, j'aime ça quand tu dis ça. Ah, Vincent Genesio qui dit qu'il se trompe. C'est le fun. Germain et moi, on va en commission parlementaire. Calme-toi, Yagan. On va en commission parlementaire la première fois pour parler du prix unique du livre. Et là, on y va avec le chapeau de l'IADM et notre but, c'est vraiment d'influencer les politiques publiques. Donc, on se comporte. Et la deuxième fois qu'on y va, on est invité à titre personnel. Ce qui veut dire que le coût total de nos interventions est assumé par nous. Donc, Germain puis moi, sachant qu'on va avoir aucun effet, puis on le sent quand on arrive. Donc, on ne s'assoit pas dans la salle, puis c'est sur Uber. Et c'est dans le temps que Jacques Daou est ministre. On s'assoit, on commence notre témoignage, puis on voit que... Ça, c'est le gars qui ne savait pas c'était quoi une clé USB. Oui, exactement, c'est lui. Président de la commission sur Uber. Écoute, c'était tout un personnage, Jacques Daou, mais anyways, on s'assoit et on voit qu'on va avoir notre contribution allait être littéralement 0. Si on restait courtois et gentil et pas baveux. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est dès qu'on a fini notre témoignage puis que le ministre commence à parler, Germain il dit « OK, on flippe le script. » J'ai un peu de problème idéologique à dire que pour libéraliser une industrie, il faut lever une taxe. Il me semble que c'est deux notions qui s'opposent. D'un côté, tu libéralises le marché, mais tu lèves une taxe pour le faire. Absolument pas. Il n'y a aucune opposition à ça. C'est le résultat d'interventions gouvernementales qui étaient chaotiques et qui ont créé des injustices profondes. Et maintenant, on ne va pas corriger un tort en effectuant un tort additionnel. Si la politique initiale était d'un ridicule consommé, ça ne veut pas dire qu'on doit la corriger en faisant un autre ridicule consommé, qui est celui de déposséder les chauffeurs de leur permis. Donc, le plan australien étant un excellent exemple, la valeur des permis de lait en Australie valait des univers davantage que ceux des taxis au Québec. Et le cas australien a été une réussite complète. Les Australiens, maintenant, ont des prix chaque année du lait qui baissent constamment. Ils baissent alors qu'ici, ils augmentent. La gestion de l'offre dans le secteur du lait, c'est terminé là-bas. Les consommateurs sont gagnants. Les producteurs sont gagnants. Les villes qui ont libéralisé le taxi aussi sont gagnantes. Le cas irlandais montre des manières aussi différentes. Le débat devrait être celui qu'on a maintenant, vous puis moi, Monsieur le ministre, c'est comment est-ce qu'on fait les bonnes modalités d'un remboursement. Il y a des options qui pourraient être d'offrir des congés d'impôt aux chauffeurs de taxi pour compenser une partie. On pourrait offrir des remboursements sur un certain nombre d'années. On peut offrir des versements différents. Il y a des modalités qui peuvent être discutées, qui pourraient être très vastes, pour ne pas déposséder quelqu'un d'un permis qu'il a acheté légalement, mais qui était le résultat d'une politique qui visait à créer un cartel et dont la valeur de ce permis-là était uniquement le résultat d'une restriction artificielle sur l'offre de taxi. Et on a décidé d'aller full in, d'être baveux.
Fait qu'on a commencé à faire des répliques vraiment déplaisantes. Mais tu sais, le ministre dit, là, j'ai pas d'argent pour compenser les chauffeurs puis racheter les permis. Puis je pense que j'avais sorti quelque chose comme, mais vous aviez de l'argent pour Bombardier. Je me souviens pas si je l'avais dit, celle-là, je sais qu'elle m'était croisée. Je pense pas que je l'avais dit, mais j'avais été croisée dans la tête. Donc, on n'arrêtait pas de sortir des affaires comme si on était vraiment avec qu'on était prêt à assumer tout le coût complet de dire des choses complètement, puis qu'on savait qu'on n'allait pas avoir d'effet, donc on allait faire purement de l'éducation économique avec sarcasme et des commentaires comme ça. On a malmené un peu le ministre, puis je me souviens, j'ai une de ses amies, puis ça vaut la peine d'être raconté, une de ses attachées de presse, qui est une amie à moi, 1 ou 2 mois après, on s'est croisés à Montréal dans un restaurant. Moi, je suis en train de manger avec d'autres amis. Elle vient me voir, puis elle veut vraiment me convaincre parce que j'avais été déplaisant en commission parlementaire, puis que j'avais sonné. Il y a eu des articles de presse là-dessus. C'était comme tir groupé contre le cartel du taxi. C'était plein d'articles qui n'avaient pas arrêté de sortir. Puis clairement, elle est venue me voir et elle m'avait dit, t'avais pas d'affaire à dire des choses comme ça, t'as été raide. J'étais comme, écoute, t'es en train de me confirmer qu'on a fait la bonne chose. Mais là, juste après, le ministre, il y a un autre député libéral qui parle, que j'oublie complètement c'est qui. Et on a, suite à ce autre député libéral, on a Martine Ouellette, qui commence à nous expliquer c'est quoi la libéralisation. On est plusieurs à être passés par l'IHEC Montréal, je crois, ici. Donc, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas tous retenu les mêmes leçons nécessairement. Donc, effectivement, ce matin, nous avions un mémoire qui nous démontrait que la déréglementation du taxi dans les villes américaines avait été un échec complet avec une augmentation des tarifs de 30 à 70 %. Je dois vous avouer que moi, de mon côté, j'ai étudié les déréglementations dans le secteur de l'électricité. En Californie en particulier, et ça a été une catastrophe. C'était une catastrophe annoncée, mais les gens se sont quand même lancés tête devant dans la déréglementation. Et tout près de chez nous, en Ontario, après la catastrophe de la Californie, l'Ontario s'est lancé dans la même déréglementation avec la même recette en se disant non, on va avoir des résultats différents, mais même résultat, donc augmentation assez importante des prix d'électricité pour les consommateurs. Fait que je suis quand même assez surprise que vous prétendez représenter les consommateurs alors que dans bien des cas, la déréglementation a nuit de façon importante aux consommateurs. Je voudrais peut-être revenir à votre exemple parce que je suis un peu surprise de votre exemple. Vous qui avez fait d'aussi longues études, de choisir un cas comme Dublin et de comparer ça à Montréal, alors qu'à Dublin, pour une population de l'agglomération, de la région, semblable à celle de Montréal, avec un nombre de permis existants en 2000 de 1274, alors qu'à... Et son point qu'elle dit, c'est que des marchés libéralisés, ça ne marche pas. La preuve, c'est Hydro One en Ontario, qui est encore une société d'État. Fait que là, elle dit ses affaires, puis Germain et moi, on est là, on est comme, mais de quoi est-ce qu'elle parle? Ça fait aucun sens. Fait que là, moi, je fais ma réponse. La réponse est très simple. L'Irlande, si vous regardez, on le mentionne dans notre mémoire, c'est très, très bien indiqué à la page sur nuire aux consommateurs. Il y avait 1974 taxis en Irlande en 2000 et en l'espace d'une quelques années, on parle d'un triplage du nombre de taxis disponibles. Les Irlandais semblent être satisfaits et un rapport gouvernemental est sorti pour dire que les épargnes pour les consommateurs irlandais, c'est 780 millions d'euros par année. Donc, c'est un bénéfice très important pour les consommateurs. Et les cas de libéralisation que vous mentionnez, c'est drôle que vous mentionniez l'Ontario. Hydro One était toujours une société d'État. C'est pas une libéralisation. Vous n'avez pas l'air de comprendre le concept de libéralisation. Le concept de libéralisation, c'est d'ouvrir la porte à la concurrence et de réduire la portée de l'État. Les cas de libéralisation les plus complètes, l'OCDE le mentionnait, plus les cas sont compréhensifs et vastes, plus ils ont des effets bénéfiques pour les consommateurs. La Grande-Bretagne est un des meilleurs exemples sur le sujet. Les prix ont diminué d'année en année. Aux États-Unis, présentement, les prix dans plusieurs États sont à la diminution, notamment grâce à des nouveaux développements, et sont en train justement de permettre une renaissance du secteur manufacturier à cause de ça. Maintenant, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut, le plus possible, retirer la portée de l'État qui
distorsionnent le marché et créent plus souvent qu'autrement des problèmes pour les consommateurs. Ben, je pense pas que vous comprenez c'est quoi la libéralisation. Puis elle avait pété une coche après, là, mais vraiment pété une coche, parce qu'elle parlait d'Hydro One et essayer d'expliquer que c'était la preuve que la libéralisation, ça ne marche pas. C'est encore une société d'État, ce n'est pas une libéralisation. Il n'y a pas eu de nouveaux concurrents sur le marché de l'électricité qui n'a aucun rapport avec l'industrie du taxi. L'industrie du taxi, ce n'est pas une industrie avec des hauts coûts fixes, c'est complètement différent. Vous savez pas, j'ai vraiment dit, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Elle commence la deuxième réplique. Ne vous méprenez pas sur mon niveau de compréhension. Peut-être ne vous méprenez pas sur ma compréhension ou pas de problématique. Je pense qu'on peut avoir des opinions différentes et je crois que votre opinion est assez tranchée sur la place du gouvernement et sur un désengagement quasi complet de l'État. Et d'ailleurs, ça transperce assez dans votre document parce que vous utilisez, vous faites une utilisation assez abusive des termes. Lorsque vous parlez de cartel, un cartel, c'est illégal. Ce n'est pas un cartel dans le secteur des taxis, puis il ne vise pas à exploiter les consommateurs. Vous auriez très bien pu présenter Uber comme faisant de la contrebande de taxis, mais ça, vous ne l'avez pas fait parce que ça n'allait pas dans votre idéologie. Je sens votre positionnement assez idéologique. Non, je ne le méprends pas. Attends, mais justement, c'est la réponse de Germain. Non, il n'y a aucune mépréhension. On comprend parfaitement ce que tu n'as pas compris. Je crois que vous savez très bien que ce n'est pas un cartel dans l'industrie du taxi, mais une gestion de l'offre. Je voudrais peut-être juste dire quelques mots au sujet de ce qu'est un cartel. Les économistes ont une définition assez simple d'un cartel. Un cartel, c'est une entente entre les producteurs pour limiter l'offre et faire augmenter les prix. Alors, si c'est pas un cartel, je ne sais pas ce que c'est, ce qu'on a actuellement. Évidemment, les cartels sont interdits en vertu de la loi sur la concurrence canadienne de 1986, mais les diverses lois qui réduisent l'offre, évidemment, soustraient les domaines en question de la loi sur la concurrence. Je voudrais bien voir, en fait, ce qui se passerait si on enlevait la partie de la loi dans les taxis, gestion de l'offre ou autre, qui justement dit ce secteur est soustrait à la loi canadienne. Je ne vais pas vous couper, C'est un Germain qui... Et là, il a dit ça pour vrai? Je ne sais pas si ça a été pogné au micro, mais moi, je me souviens que je suis parti à rire pendant qu'elle parlait. Puis si tu vois la vidéo, parce que là, la caméra de l'Assemblée nationale est sur elle à 100%. Et là, tu vois qu'elle est fâchée, puis tu vois qu'elle se fâche encore plus. Ça, c'est parce que j'étais en train de me bidonner en riant de la réplique de Germain. Ça n'avait aucun sens. Puis après ça, Germain a dit des affaires, puis je suis comme, ben non, puis on fait des répliques, mais Germain dit ça, c'est le Martin Ouellet School of Economics. Il a dit ça dans le micro? Et c'est... Non, entre nous deux, puis on était là. D'où le hashtag qui est ça, parti. Exactement. Fait que c'est grâce à Germain Belzile qu'on a ça, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour promouvoir les idées libérales au Québec, mais aussi faire honneur à Germain. Parce que d'une manière ou d'une autre, vous ne savez pas, mais Germain a fait quelque chose. Si vous écoutez le podcast ici et vous vous dites libertarien ou free market, Germain, en quelque part, d'une manière ou d'une autre, vous a influencé. 100%. Ben, de toi, il t'a influencé énormément. Moi, c'était quelqu'un que je respectais au fond. Puis plusieurs des lectures que j'ai faites à l'époque, ça venait de groupes de gens qui étaient proches de Germain Belzile, des fois juste lui. Ouais. Le genre de discussion que tu avais avec Germain, c'était hallucinant. Germain, il était un érudit aussi. Germain était un bibliophile, mais pas juste un bibliophile dans le sens qu'il collectait les livres. Le temps qu'il dévouait chaque soir à lire des livres était très, très élevé. À comprendre non seulement les arguments que lui voulait avancer, mais comprendre ceux qu'il critiquait en grand détail. Germain était capable de faire ce qu'on appelle des ideological Turing tests, c'est-à-dire que tu essaies d'imiter le point de vue de l'autre tellement bien que tu pourrais faire méprendre pour une autre personne que tu tiens cette opinion-là. Germain est un maître dans cet art-là. Germain était capable d'imiter des opinions pour bien être capable de les comprendre, d'essayer de les répéter tellement bien que tu pourrais te méprendre que, regarde, le gars, c'est clairement un péquiste, c'est clairement un libéral, c'est clairement un membre de l'IRS. Quoique pour imiter les gens de l'IRS, Germain était vraiment baveux avec eux autres. En fait, une fois, ça, je me souviens de ça, Germain il avait fait une erreur au tableau.
On était en train d'expliquer une note à l'Institut dans le temps. Puis il avait fait une courbe de demande, une courbe d'offres, mais il avait inversé les deux. Fait que la courbe de demande avait une pente vers le haut, la courbe d'offres avait une courbe vers le bas. Puis je disais, t'as inversé les deux. Germain, il dit, ah non, mais ça c'est l'offre et la demande selon l'IRIS. L'Institut de recherche et d'information socio-économique. Donc, ça m'avait fait rire. C'était comique, mais en même c'est temps, Germain qui a popularisé le hashtag de Martin Ouellet School of Economics. Et on n'arrêtait pas de faire des jokes au début jusqu'à ce que Lise Ravary, dans le Journal de Montréal, en parle. Et parle de Martine Ouellet comme étant une illettrée économique, carrément. Et elle souligne qu'il y a 2 économistes qui ont inventé un hashtag pour ridiculiser ses opinions économiques. Et c'est à ce moment-là que, pour moi, on a consacré la plus grande contribution de Germain au débat public, c'est-à-dire que... trollé. Non, c'était pas un troll, c'est parce que à chaque fois qu'elle disait c'était un petit troll, là. Ouais, mais écoute, troll, c'est. J'ai une définition un peu différente. Troll, c'est dans le but d'être méchant. Ici, le but, c'est vraiment de ridiculiser les idées. Fait que le Martin Ouellet School of Economics, c'est vraiment en référence au fait que tu dis des choses qui font aucun sens. Maintenant, c'est quand tu même peux vraiment croire d'autres affaires. Mais ça a stické, mais c'est parce qu'elle disait des affaires. À un moment donné, elle avait dit l'évasion fiscale. Comment est-ce qu'elle avait dit ça? Oh mon Dieu, ça m'avait fait. Non, c'est celle-là. Je suis en train d'inverser quelque chose avec Jean-Luc Mélenchon. Elle avait dit la raison que les prix sont plus élevés, c'est parce que les gens qui font de la publicité font augmenter la demande afin de faire monter les prix. Puis si on arrêtait, si on réduisait la publicité, il y aurait moins de dépenses, donc les prix seraient plus bas. J'étais comme, tu comprends pas qu'est-ce qui se passe. J'étais comme, mais tu sais, les affaires comme, c'était... Un raisonnement assez simpliste, on va se le dire. Hein, j'étais comme, Et c'était souvent des perles comme ça qu'elle disait. Une fois, elle avait défendu le salaire minimum à 15 $. Elle avait dit, tout le monde a droit au moins à ça. Puis là, j'étais là, OK, mais s'il n'y a personne qui les embauche, ils auront peut-être droit à ça, mais ils ne l'auront pas. Anyways, c'était une clown. Ses idées sont vraiment généralement comiques, mais Germain avait créé la manière la plus simple de ridiculiser ses idées, c'est-à-dire l'équivalent, pour ceux qui ne savent pas, l'équivalent aujourd'hui des bérets blancs et des créditistes, c'est Martine Ouellet. Pour moi, là, les deux, c'est le même niveau de cranks en termes d'économie. C'est les deux qui n'ont aucune compréhension de quoi ils parlent. D'ailleurs, c'est la preuve qu'être un illettré économique, ça peut aller tant à gauche qu'à droite, parce que l'ignorance est générale, non partisane. Mais anyways, Germain avait popularisé ça, puis pour ceux qui veulent en savoir plus maintenant, chaque fois que Martine va dire quelque chose, faites juste ajouter un hashtag Martine Ouellet School of Economics, et vous ferez un petit lever de votre chapeau à Germain. Ceci dit, avant qu'on passe à l'autre sujet, il y a une chose qui vaut la peine aussi d'être soulignée à Germain. Germain, il a écrit des articles qui étaient vraiment, là, tu sais, quand tu dis je me mets de l'avant, puis je défends une idée que. Mais Vincent, avant que tu rentres dans le contenu, Vincent, de cet article-là ou de quelques articles que tu voulais parler, il y a une question qui me passe dans la tête depuis tantôt. C'est que tu disais un des 4 au Québec qui a défendu ces idées-là. Mais lui, là, je veux dire, il devait être vraiment seul au monde là, quand il a commencé, Germain. Ça vient un peu de où, ça? Ça vient-tu de d'autres personnages, un peu comme Montmarquette ou d'autres personnages que tu as parlé? Ou... Montmarquette ne fait pas partie de la gang des libertariens, mais non, mais des fois, tu peux avoir des influences quand même. Probablement, mais je cherchais des choses sur Germain. J'ai trouvé un vieux texte qu'il avait écrit dans les années 80 dans la presse où il défendait la taxe sur le tabac. Alors qu'aujourd'hui, Germain, ceux qui le connaissent, disait semi à la blague, semi d'accord que la taxation, c'était du vol. Donc, tu vois que ses idées ont évolué. Donc, Germain avait beaucoup changé en termes d'idées à travers sa vie. Je ne sais pas c'est quoi les grandes influences qu'il y a eu, mais je peux te dire que sur les 4 qu'il y a, dont je m'inclus dans le groupe de 4, peut-être 5 ou 6, mais Jean-Luc Miguet, qui était
à l'ENAP. Pierre Lemieux. Gérard Bélanger, qui était à l'Université Laval. Il y a aussi Pierre Simon, mais Pierre est un peu moins connu. Il est aussi à l'ENAP. Est à l'ENAP, mais il est moins proactif que, disons, que Jean-Luc. C'est un bon gars, là. Pierre est un excellent chercheur. Mais c'est vraiment les 4, ce serait sûr, avec Pierre Lemieux. C'était les 4, avant, disons, 1980-90, les 4 libertariens québécois qui étaient dans le monde académique. Pierre Lemieux, c'est un personnage, sérieusement. C'est celui de ces 4-là qui me fascine le plus un peu à le voir aller. Parce que, on va se le dire, tu es un peu vu comme un cinglé là, dans le monde académique avec ce genre d'idées-là. En tout cas, dans certaines facultés et dans certains établissements, je peux vous en parler. Tu n'es pas vu, comment je pourrais dire ça? En fait, tu es comme un peu le paria de la gang. C'est comme, qu'est-ce qu'il fait, lui? Là? Quand j'étais à l'université, ça pouvait être dangereux d'être sur le campus avec un macaron marqué Parti libéral dessus. Là. Donc, ça vous donne une idée où les gens se situaient dans leur tête. Là. Donc, si pour eux autres, ça, c'est que. Pour eux autres, ça, c'était comme. Ils travaillent au ministère du Revenu à ce monde-là. Ça vous donne une idée. Fait que là, quand tu vois qu'est-ce qu'ils racontent, ces gens-là, tu te dis, ouais, je suis aussi bien de ne pas leur dire ce que je pense. Ça, je vais garder ça pour moi, sais-tu? Ben, OK, il y a plusieurs choses. Chez les libertariens québécois, là, qui sont dans le monde économique, Pierre Lemieux, c'est effectivement, il a l'air d'être un numéro, mais il faut réaliser les choses que Pierre Lemieux a réussi à faire. Il est publié dans les plus grandes presses d'universités en France. Ça, là, c'est le meilleur livre économique à lire pour tout le monde qui veut une base, sérieusement. Là. C'est malade, ce livre-là. Là. C'est un excellent livre. Pierre est un excellent penseur. Il publie aux Belles Lettres, ce qui n'est pas aux presses de l'Université de France. C'est pas un nobody. Il est un nobody au Québec, malheureusement. C'est fou, ça. Pourquoi. Mais Pierre Lemieux, en France, il est très connu. Aux États-Unis, il est très connu. Pierre Lemieux est probablement un des économistes les plus brillants que le Québec a produit. Mais étrangement, dont le Québec ne veut pas. En fait, tous les libertariens québécois ont, à un degré ou un autre, une filiation avec Pierre Lemieux. Indirectement ou directement. Ouais. Dans mon cas, à moi, c'était indirect via Germain. Mais plus tard, je suis devenu ami avec Pierre, mais je ne l'avais jamais rencontré très longtemps avant d'être quand même plus vieux, mais l'effet s'est fait par Martin Masse, par Michel Kelly-Gagnon, par Germain. Mais Pierre Lemieux, d'une manière ou d'une autre, est le grand-père de tous les libertariens québécois, avec aucun doute. Sinon, dans le monde académique, c'est Jean-Luc Miguet qui était, pour ceux qui ne savent pas, Jean-Luc Miguet, c'est vraiment un nom que peu de gens au Québec vont connaître, mais Jean-Luc Miguet publié dans les top revues de la profession en économie. Il est très avancé dans l'âge maintenant. Mais il est un petit peu plus âgé que les 3 autres que tu parles, justement. Là. Ouais. Exactement. C'est le plus âgé de la gang, mais c'était vraiment un économiste, economics. Il a écrit dans Journal of Law and Econ, il a écrit dans Public Choice, il a écrit dans Canadian Journal of Economics. Et tous ces articles à Jean-Luc ont eu des influences assez grande même. En fait, son article sur une théorie de la bureaucratie est encore un article hautement cité qui explique pourquoi les bureaucraties grandissent, qu'est-ce que les bureaucrates essaient de maximiser. Il a écrit énormément sur le fédéralisme, il a écrit énormément sur la compétition entre les paliers de gouvernement. Jean-Luc Miguet, là, c'est un des grands économistes québécois. Mais je te dirais que celui qui a eu, par contre, l'influence la plus grande, sans que ça soit tant remarqué que ça, c'est vraiment Germain Belzile. Parce que Germain enseignait à des cohortes assez larges et sa méthode était celle d'une générosité tellement grande qu'il n'y a personne qui était
même les gens les plus à gauche ne pouvaient pas s'empêcher d'aimer Germain. Même si Germain pouvait dire des choses avec un sourire qui était d'un radical incroyable. Donc, par exemple, en 2003, puis en fait, le meilleur exemple, c'est ceux qui connaissent Michel Venn, qui était dans les médias récemment parce qu'il a été jugé coupable d'agression sexuelle. Venn ou Vastel? Non, Venn, celui de l'Institut du Nouveau Monde. Excuse-moi, je pense que j'ai inversé deux personnes. L'Institut du Nouveau Monde, qui était un think tank hyper à gauche, chaque année publiait l'Annuaire du Québec, qui était une sorte de revue politique de l'année, une revue socio-économique de l'année. Et chaque édition de 1999 à 2015, je ne me souviens pas la dernière année, mais Germain publiait dedans. Et Germain, c'était clairement le quota. Parce qu'il écrivait des textes comme « Plaidoyer pour une réduction radicale des impôts ». Et il dit avec aucune gêne, là, mais aucune gêne, il explique pourquoi c'est bien de couper les impôts de au moins la moitié. Parce que je pense que c'était au moins la moitié. Au moins. Avec des réductions de dépenses incroyables. Il était vraiment... mais quand c'était le temps de discuter avec les gens, Germain n'était pas agressif, il n'était pas déplaisant. En fait, dans les hommages qui y sont rendus, tu vois beaucoup d'économistes qui ne sont pas dans son camp en tout. Je pensais à Yannick Marcel, par exemple. C'est pas le genre de gars à avoir des idées très, très proches des nôtres, là, on va s'entendre. Mais... Yannick Marcel, c'est l'économiste le plus à gauche au Québec, puis il admirait Germain de ce que j'ai pu voir. Exact. Ça parle sur l'homme. Ouais. Ça parle beaucoup sur l'homme qui était Germain. Il y a beaucoup de gens qui l'ignorent un peu, ça, parce que quand tu n'es pas dans le monde académique, tu ne le vois pas nécessairement. Ils sont habitués de voir un peu les gens, mettons, qui voient les chicanes puis le tirage de boîte. Mais tu sais, comme moi, je suis arrivé un peu à ce genre d'idée-là par un autre chemin complètement. Puis c'est drôle parce que c'est arrivé par un prof, en fait, qui supervisait ma maîtrise. C'était mon directeur, puis lui, c'était un gars super à gauche. Là. Quand je dis super à gauche, ça ne peut pas l'être plus que ça. Là. Quand il donnait les cours sur Marx, ce genre de trucs-là. Et c'est lui qui m'a fait découvrir Hayek. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait une admiration pour cet auteur-là, puis on s'en parlait souvent ensemble. Mais tu vois, il y avait une admiration intellectuelle pour ce penseur-là, mais il n'était pas du tout d'accord avec ce que le gars écrivait, puis c'était pas en toutes ses idées personnelles. Mais ça existe, ça, dans le monde académique, là, des gens qui sont complètement d'un bord, mais qui, tu vois, ils disent « Ah, ben moi, je sais pas, je lis, puis je commande cet auteur-là, même si je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il raconte. » Ça existe, puis je pense que, tu sais, Germain, ça peut être un peu un exemple de ça. Là. Il y en a qui avaient un respect pour lui et une admiration pour lui, même si ce qu'il défendait, ça ne correspond pas à leurs idées. Oui, bien, en fait, oui, Germain avait vraiment cette attitude-là. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Puis c'est pour ça que je pense que. Puis ça revient. Quand je dis qu'il faut être généreux avec les gens, ça vient beaucoup de Germain. Tu convaincs beaucoup plus en étant généreux, en étant souriant, en étant de bonne foi, qu'en étant, la version moyenne du commentateur que tu peux retrouver dans un blog. Tu es en train de parler de moi, là? Non, je suis en train de partir des gens de Sortons des poubelles. Ouais, là, on est plusieurs niveaux en bas. Là. Non, là, c'est pas le commentateur moyen, ça. Oui, ça l'est. Mais Germain, en plus, mais un enfant, moi, que j'ai remarqué de lui, puis peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est quelqu'un qui parlait avec tout le monde aussi. Il me semble que je l'ai vu aller sur beaucoup de tribunes qui n'étaient pas nécessairement... comment je dirais, pas nécessairement hostile, mais pas nécessairement favorable non plus. Puis il reculait devant pas grand-chose, j'ai l'impression. Non, il parlait effectivement à tout le monde, mais il y a aussi le fait que instinctivement, il n'y avait pas vraiment c'était pas un élitiste dans le sens, la mauvaise version du terme, là, dans le sens qu'il y a des gens qui ne méritent pas d'être adressés la parole. Dans le sens gélosien du terme. Non, moi, je ne pense pas ça. Quand je dis que je suis élitiste, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des imbéciles, et on les retrouve généralement chez Patrick Lagacé. Voilà, ça c'était mon moment non généreux de la journée. Tu as des moments comme ça, tu as des gens comme ça, mais
L'idée, c'est que par statut social, il y a des gens qui ne méritent pas ton attention. Ça, Germain n'avait pas cette attitude-là. C'était vraiment... Il y en a qui parlent, dans les académiques, qui parlent juste à des académiques. Ils ne veulent pas parler à d'autres types de personnes. Germain pouvait parler avec n'importe qui. Tu mets dans un bus pour aller de Montréal à Québec, tu l'assis à côté d'un plombier, ils vont jaser ensemble. Tu l'assis à côté d'un artiste, ils vont jaser ensemble. Tu le laisses à côté de n'importe qui, il va trouver une manière de jaser, puis de placoter, puis de raconter des affaires, puis il ne va pas voir la personne comme pour ses défauts. Il va voir le meilleur chez la personne. Il va essayer de trouver le meilleur pour avoir une conversation. Puis ça, c'est une vertu, là, le fait que tu as un instinct radicalement égalitaire dans le traitement des gens. Ça, c'est vraiment important, je pense. Puis ça te montre mon élitisme. Quand moi, je dis que j'ai un élitisme, c'est qu'il y a du monde que j'ai le droit de snobber, mais seulement sur la base de leurs actions. S'ils agissent comme des trous de cul, j'ai le droit de les snobber puis de les considérer des ordures. Cependant, je n'ai pas le droit de présumer ça en commençant une conversation parce que tu n'es pas un académique ou tu n'es pas un chercheur ou tu n'as pas le droit de faire ça. Germain, lui, était vraiment dans cette mentalité-là. S'il refusait d'engager avec toi, c'est parce que tu avais exhibé clairement un mauvais comportement, que tu avais agi de mauvais. En fait, je pense que c'est la meilleure manière de le résumer. Si tu avais agi de mauvaise foi avec lui, là, il allait t'ignorer. Mais tant que tu agissais de bonne foi, indépendamment d'où tu venais, il allait jaser avec toi. Puis ça, c'était vraiment une vertu chez ce gars-là. C'est quelque chose qui disparaît. Là. Ça s'en va, cette mentalité-là, parce que tout n'est que combat. Là. C'est sûr que je suis peut-être ultra biaisé quand je dis quelque chose de même, parce qu'en étant chroniqueur Radio X, t'as l'impression que la vie est un combat. Là. Je veux dire, tout le monde essaie de t'abattre un peu. Oui, mais c'est vrai à l'international aussi. C'est pas juste en Québec. Tu regardes ailleurs, c'est ça aussi. Là. Ça manque les vrais bons débats, parce que ce que Dom Dumas m'a envoyé cette semaine, ça me fait encore capoter. On en a parlé rapidement un peu à Radio X. C'était un débat sur est-ce qu'un auteur devrait vendre sur Amazon. Fait que là, tu as évidemment un auteur qui est là et qui dit non, c'est scandaleux, vendre sur Amazon, blablabla, va tuer petite librairie. Bon, ça en attend de Radio-Canada. Là, tu as l'autre à côté qui est un éditeur puis qui dit ouais, j'aimerais ça être contre, mais je peux pas parce que mon distributeur m'oblige. La raison pourquoi il m'oblige, c'est parce qu'il m'oblige. Puis là, mais j'aimerais ça vraiment être contre. Là, tu es là. Tu dis OK, et où la personne pose? Quelqu'un qui dit. C'est ça. C'est vraiment utile vendre sur Amazon. Tu sais, pour l'autre côté de la médaille, il est où? On va faire un débat, les deux sont contre, c'est le fun, pareil. Mais c'est quoi que je trouve toujours drôle dans ces affaires-là? C'est comme quand c'est les profs qui disent ben là, nous, puis c'est toujours. Non, mais attends une minute. Il est où le consommateur là-dedans? Ben oui. Il est où l'étudiant? Il est où le lecteur? Quand on parle de livres, est-ce qu'on parle de qui devrait consommer les livres et qui devrait en avoir le plus possible, y avoir accès le plus facilement? Ou est-ce qu'on est soucieux du libraire? Est-ce qu'on est soucieux du professeur plus que de l'étudiant qui enseigne? Il me semble qu'à un moment donné, il y a comme une sorte d'ordre des priorités. Puis dans les débats sur les livres, c'est toujours ça qui arrive. On dirait que le libraire est devenu plus important que l'objet qui est vendu. En fait, le libraire est même utilisé dans cette histoire-là parce que le réel gagnant des législations, c'est l'éditeur. C'est pas le libraire. Le libraire est utilisé parce que c'est ça que le consommateur conceptualise dans sa tête. Mais lui, il s'ajuste de poupées qu'on met de l'avant pour dire hey, il faut protéger ces libraires-là. Celui qui s'en met plein les poches en dessous de la couverte, de par les subventions, de par un prix exorbitif du livre qui est contrôlé. Tu sais, je veux dire, nos livres Kindle qui sont vendus à 15$ au Québec, c'est ridicule. Je veux dire, ça n'a aucune raison d'être. Surtout quand on sait que l'auteur se met 1,50$ dans les poches. Là. Tu dis, ça marche pas. Mais par curiosité, Yann, parce que je ne l'ai pas entendu, c'était quoi les arguments des gens qui étaient contre? J'allais dire de la personne qui est contre, les deux étaient contre. Ouais. Mais c'est quoi le problème avec vendre son livre sur Amazon? Là? J'essaie de le comprendre, je ne le comprends pas. C'est que ça tue les libraires. Oui, mais ça tue les libraires. Ils sont capables de se tuer eux-mêmes, là, de ce que je peux voir. Oh, ils sont capables d'être mauvais tout seuls. Non, mais j'essaie de... Revenons, mais le point, de toute façon, on va revenir à nos... J'ai bifurqué un peu vers là en disant, c'est ça les débats qu'on a au Québec. Tu bifurques tout le temps. Je sais, I know that. J'ai une balle de ping-pong dans ma tête, man.
Juste ça? Entre autres. Non, mais l'idée, c'était de dire, c'est ça nos débats au Québec. Là, tu fais une table ronde, tu dis là, on va parler du même, un sujet, 20 minutes. Tu dis, tabarouette, il va s'en dire de l'argument, là, ça va être intense, il va y avoir un clash, il va y avoir argument, contre-argument, hypothèse, c'est quelque chose de fun. Ah, je suis contre, moi j'aimerais ça être contre, je suis obligé d'être pour, mais j'aimerais vraiment ça être contre. Chris, invitez-moi, moi, vous en donner un esti de show. Tu sais, sérieusement, là, y a-t-il moyen d'avoir des vrais débats? Ouais. Puis ce que ça prend pour avoir un vrai débat, par contre, c'est vrai que ça prend plus de germains. Ça prend des gens qui ont le goût d'y aller débattre, puis qui n'iront pas lancer des noms à leur adversaire, qui vont juste arriver, puis ils vont dire tout bonnement leurs idées, puis ils vont accepter l'autre, le temps de parole. Tu sais, un débat à Trump versus Biden, c'est de la merde. Là. Il se crie par la tête, les deux bonhommes. Là. Un vrai débat, c'est... Sinon, tu as aussi le débat. J'écoutais une entrevue menée avec le gars qui fait je ne sais pas c'est quoi son vrai nom, mais le gars qui fait le pharmacien. Là. Puis, Olivier, en tout cas, peu importe, mais j'écoutais ce gars-là, puis il disait, écoutez, des fois, je me fais inviter dans des débats, mais la manière dont le débat est stagé, t'es comme invité pour avoir de l'air de l'écœurant. Exemple, il racontait que Mané avait été invité sur un plateau je ne sais pas si c'est un plateau de télé ou une émission de radio, mais c'était pour parler, dans le fond, des vaccins. Ça, c'est bien avant la COVID. Là, on parle d'il y a plusieurs années. Ça fait longtemps ce que je raconte là. Olivier Bernard. Puis il disait, écoute, la personne m'invite pour booker l'entrevue, pour booker le débat, puis elle disait, écoutez, ça va être une discussion sur la vaccination, dans le fond, les enfants, pour les maladies, la coqueluche, ces patentes-là. Et la personne qui est contre, qui va débattre contre vous, c'est une mère dont l'enfant à la naissance est né avec une malformation suite à... Fait que là, il est comme, ben oui, moi, je vais avoir de l'air d'un ton de marde pour commencer le truc. Je suis comme invité pour être le méchant de l'histoire. Un peu comme, on va organiser un débat sur la réglementation des armes à feu. On fait venir chose qui est pour et madame ici que la sœur s'est fait tuer à Polytechnique. T'es comme, ben oui, le débat n'est pas pantoute stagé pour qu'il y en ait un qui ait l'air d'un écœurant là-dedans puis que l'autre ait l'air d'une victime. Là. Et c'est ça qui est le problème aussi là-dedans. C'est ça à quoi ça me fait penser. Ça me fait penser, pour ceux qui... C'est un film qui vaut la peine d'être écouté. Thank You for Smoking, qui est un des films les plus hilarants. C'est l'histoire d'un lobbyiste pour l'industrie du tabac dans les années 90. Puis c'est hilarant comme ça. Et il commence le film en étant invité sur un panel où tu as Mothers Against Teen Smoking, Institut de la recherche sur le cancer. Il y a ils mettent Cancer Boy, un jeune de comme 17 ans qui a un cancer. Puis là, tu as puis c'est lui qui narrate sa vie. Il dit Nick Naylor. Lobbyiste chef des relations publiques pour l'Académie des études du tabac. Puis là, il lève la main et il dit comment est-ce que nous, on profiterait de la mort de ce jeune homme? S'il meurt, nous perdons un client. Et là, c'est dans notre intérêt de garder Robin alive and smoking. Là, il est là comme ça. Là, il inverse, il revire les tables complètement à l'envers. Puis là, tu ris, là, c'est un film d'humour, mais après ça, il dit, tu sais c'est qui la mauvaise personne ici? C'est le gars de l'Institut de recherche là-bas qui veut que le petit Robin ici, il meure comme ça, son budget de recherche va augmenter. Tu regardes ça, c'est les premières comme 2 minutes du film, t'es plié en 4. Là. C'est un des meilleurs films qu'il n'y a pas, mais ça, là, ces espèces de panels-là, où est-ce que tu as justement... Là, la raison que je mentionne ça, c'est parce qu'il y a une raison. C'est qu'il y a 2 seules stratégies dans un panel comme ça, où est-ce que le but des autres invités, c'est d'inviter une réponse émotionnelle. Ouais. La première, c'est que tu décides complètement d'être méprisant, comme le lobbyiste, puis tu vires à l'envers toutes les attentes que les gens ont, ou tu n'y vas pas. Ouais. Ça, parce que dans un cas comme ça, tu peux pas, même si tu es posé, tu es délicat à quelqu'un qui va t'attaquer, tu vois que le contexte n'est pas approprié pour une conversation. Ben oui, c'est comme si on organise un débat sur... J'arrête.
On organise un débat sur la libéralisation du taxi. Et dans le coin droit, on a M. Geloso qui vient défendre cette opinion-là. Et dans le coin gauche, on a ce jeune homme dont le père possédait des permis de taxi et quand ça a été aboli, il s'est enlevé la vie. Là, t'es comme, ouais, ça me tente pas d'aller dans ce contexte-là, débattre d'idées, parce que là, on est automatiquement dans l'émotionnel, puis je vais avoir de l'air de l'écœurant qui se réjouit des problèmes de l'autre personne, là, puis de sa situation tragique. Là. J'ai fait un débat dans ma vie que j'ai vraiment apprécié. Ça a été contre Daniel Turp au cégep à Limoilou. Il m'avait invité, j'étais zéro. C'est au début du réseau Liberté Québec. Fait que, je pense que M. Turp ne savait pas à qui vraiment qu'il avait affaire. Fait que, on avait toutes sortes de questions qui venaient, puis on s'entend. C'est qui, lui, déjà, juste pour les gens qui écoutes? Un ancien député du PQ. Ancien député péquiste de Mercier qui avait été élu en 2003, réélu en 2007. Battu par Amir Kadir. Ouais. En 2008. Il avait été candidat à la chefferie du Bloc québécois. Il avait été député au fédéral aussi avant. C'est un prof de droit constitutionnel, en gros. Puis, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Puis, les questions touchaient beaucoup. Comme tu l'as dit, il était plus en droit constitutionnel. Lui, c'est ça, plus sa tasse de thé. Mais les questions, c'était plus proche de la vie des étudiants, évidemment. Donc, un peu plus économique, un peu plus sur le financement des arts, des choses comme ça. Puis, le débat avait été vraiment bien parce que, bien animé, moi, je suis une personne quand même vraiment relaxe. Fait que j'étais capable de dire mes arguments, finir mes phrases. Il me laissait finir mes phrases, je le laissais finir ses phrases. Fait que le contexte était quand même vraiment bien. Mais à la fin du débat, évidemment, là, c'est terminé, petite période de questions, tout ça, mais à la fin, les étudiants peuvent venir nous voir puis nous poser des questions. Puis il y a une file de gens qui est venue en avant de moi pour me poser plein de questions. Parce que, évidemment, ce que Daniel disait de son côté, c'était pas des mauvais arguments, c'était juste des arguments habituels que tout le monde entend tout le temps. Exactement. Tandis que moi, j'étais un peu la bébite bizarre pro-libre marché dans l'histoire. Là. Fait que les gens venaient argumenter contre moi. Fait que là, il y a une file qui s'est faite. Quand il a vu qu'il était un peu ignoré par tout ça, il n'est jamais venu me serrer la main. Il est parti, puis il était vraiment pas content. Puis je n'ai plus jamais entendu parler, puis tout ça. Puis je suis sûr que si je l'invite demain matin dans un débat contre lui, il ne vient pas. Je suis à peu près sûr de ma shot. Mais ce qui m'avait fasciné, c'est pourquoi il prend ça mal. C'est normal que les jeunes viennent me voir un peu plus parce que, j'étais beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui, fait qu'il s'identifiait peut-être un peu plus, mais également, c'est que toutes les questions que je me faisais poser, il n'y avait personne qui était d'accord avec moi là, dans le fil. Les gens voulaient venir me parler, mais ils étaient zéro d'accord avec ce que j'avais dit. Mais ils voulaient justement challenger, puis moi, j'ai embarqué un peu, puis j'ai amené d'autres arguments de leur côté. Mais ça avait été une expérience vraiment le fun. Seule affaire, c'est que pourquoi que cette expérience-là est mémorable, c'est qu'elle n'est pas jamais revenue après. Des débats de ce type-là, il n'y en a jamais. Les opportunités de faire des débats comme ça, il n'y en a pas une tonne. En tout cas, à Québec, c'est encore pire. Probablement qu'il y en a à Montréal, mais à Québec, il n'y en a pas. C'est parce que pour faire des débats, il faut que tu acceptes que des idées autres que les tiennes puissent être valides ou valables, ou au moins pouvoir être entendues. Quand tu pars du principe que uniquement tes propres idées sont bonnes et que ceux qui ne les partagent pas sont des malades mentaux, ben c'est évidemment que les débats vont être plus durs un peu. Là. Et, être plus durs à organiser. Là. Fait que oui, ça prend des Germain Belzile un peu dans la philosophie pour être capable de débattre. Puis ça, je pense que c'est un beau modèle à avoir, puis je pense qu'on a beaucoup à apprendre de lui pour ça. Mais comment on fait pour recréer un peu ces opportunités-là de débattre, veux pas, parce qu'il n'y en a plus tant que ça, des opportunités de débattre. Puis même, je me demande si un gars comme toi... Oui, mais en même temps, il y a une réponse bien simple, c'est que Germain est un gars excessivement heureux aussi, dans le général. Ben oui. Puis peut-être que des fois, juste pas voir tout le monde comme un adversaire dans la vie, ça fait en sorte que tu es capable de vivre ta vie et d'être de bonne humeur. Tandis que si tu es dans une mentalité toujours de conflit, c'est sûr que, par définition, tu vas être misérable. Puis en fait, ça revient à quelque chose qu'on a jasé plusieurs fois dans le passé. Sur la politisation de tout. Oui, mais aussi pourquoi, quand tu regardes les enquêtes, tu demandes aux gens leur niveau de satisfaction en fonction des vues qu'ils ont, s'ils sont autoritaires, leur niveau de tolérance. Généralement, la corrélation est à peu près 0 avec l'idéologie. Mais quand tu tiens compte, par exemple, de d'autres caractéristiques, tu vois qu'il y a des choses comme
l'idéologie en tant que telle, la corrélation entre l'idéologie et le bonheur est 0. Mais par contre, ce qui corrèle avec genre à quel point tu tiens à tes idées idéologiques, que tu es vraiment agressif là-dessus, là, c'est ce qui te rend misérable, indépendamment de ton emplacement sur le spectre politique. L'idée que tu peux dépolitiser tes relations ou au minimum de continuer des relations qui ont des discussions politiques, mais que tu ne les vois plus comme une ligne partisane ou un combat, ça devient beaucoup plus facile d'être heureux. Surtout que, on perd tout le temps. Je vous le rappelle, non, quand tu votes, ton effet est 0. Quand tu participes à une élection, quand tu milites, ton effet est 0. Quand tu publies une lettre d'opinion dans la presse, ton opinion est à peu près, la valeur de ta contribution à la société est à peu près 0. Ce que tu fais à la marge ne change absolument rien dans les débats d'opinion politique. C'est pour ça qu'il y a un de mes livres préférés, c'est Why It's Okay to Ignore Politics. C'est parce qu'à la marge, 1 heure de ton temps investi sur de la politique ne te rendra pas plus heureux. Tu vas dépenser une tonne d'énergie, tu vas avoir aucun changement sur des choses qui comptent. Et il y a plein de choses que tu peux faire qui n'ont aucun lien avec la politique, mais qui peuvent avoir un effet à long terme sur la politique. Donc, juste d'être gentil avec ton voisin, d'être charitable à son égard quand la mauvaise chance le frappe, ça va avoir un effet, par exemple, dans des élections. Il va y avoir moins d'antagonisation, les gens vont être plus proches. Des choses comme ça peut avoir des effets indirects. Parce que si tu veux avoir un effet politique, à la limite, des moyens indirects, comme être généreux avec ton voisin, compte pour plus. Et au final, tu vas être beaucoup plus heureux comme personne. Germain était vraiment l'illustration de ça. Si tu arrêtes de t'ostiner avec des niaiseries ou que tu vois tout le monde qui n'est pas d'accord avec toi comme des sacs à merde, ta vie va être beaucoup plus heureuse et il y a une leçon de vie dans ça. Ouais. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont des idées puis qu'en réalité, on dirait que, comment je pourrais le dire clairement? Il y a comme une discordance entre les idées qu'ils ont vraiment et l'appartenance qu'ils veulent avoir d'un point de vue échiquier politique. Puis tu sais, j'ai fait un podcast là-dessus, un des derniers que j'ai fait. C'était sur un philosophe français qui écrivait sur l'Union européenne. Puis, lui, il aimait se définir comme étant un antilibéral, quelqu'un d'assez hostile au libre marché, tout ça. Et tout ce qu'il racontait sur l'Union européenne, c'est tous des trucs que, mettons, quelqu'un comme toi, Vincent, ou moi, ou Yann pourrait raconter. Comment c'est un truc une espèce de gouvernement qui se rajoute par-dessus des gouvernements, puis que comment c'est devenu une espèce de bureaucratie tentaculaire. Là, j'étais comme, mais en réalité, il n'a même pas conscience que ce qu'il raconte en ce moment, c'est pas du tout un point de vue de gauche. C'est un point de vue, en fait, qui est il est en train de défendre une position anti-étatique qu'à peu près n'importe quel libéral classique ou libertarien pourrait donner. Puis justement, il y avait un article que je lisais où quelqu'un lui répondait et disait, en fait, vous ne comprenez pas le sens du mot libéral. C'est un peu ce que tu racontais au début avec Martine Ouellette. Puis là, je me disais, sûrement, en fait, que ça doit être souffrant pour des gens comme ça de se rendre compte que la critique qu'ils sont en train de faire, en fait, contredit les valeurs qu'ils prétendent avoir ou les positions qu'ils prétendent avoir. Tu sais, ça, il y en a beaucoup de gens comme ça. Là. Ça vous est sûrement déjà arrivé dans votre vie que vous parlez avec quelqu'un, il est supposément, je sais pas, vous parlez avec quelqu'un, puis vous êtes d'accord sur plein d'affaires, vous partagez le même point de vue, puis maintenant, il finit sa conversation en vous disant « En tout cas, là, moi, je vais aller voter NPD » ou sérieusement, ça m'est arrivé souvent, des trucs comme ça. Tu sais, que la personne a dit, en tout cas, les maudits fonctionnaires ou telle affaire, puis la minute après, il va te dire qu'il espère que le NPD va remporter les élections. Puis là, t'es comme, OK, mais je ne comprends pas la cohérence là-dedans. Mais... la cohérence, c'est une chose, puis je ne m'attends pas à ce que la personne qui investit peu de temps dans la politique d'être cohérent, je ne m'attends pas à ça de cette personne-là, puis c'est normal. Je ne pense pas que c'est une bonne idée d'être... La cohérence chez d'autres personnes la cohérence dans les idées politiques chez des personnes autres que des idéologues, c'est pas super important. En fait, c'est impertinent parce que c'est pas une marge dans laquelle c'est important pour eux de comprendre. Donc, ils choisissent d'ignorer ça. Puis en fait, je trouve que c'est même à leur honneur plutôt qu'à leur déshonneur. Il y a vraiment juste des intellectuels qui mettent un poids gigantesque sur la cohérence. Surtout que c'est vraiment difficile de comprendre le monde dans toute sa complexité sans avoir un certain nombre d'incohérences. Oui, mais tu sais, moi, par exemple,
Mais tu sais, comme moi, par exemple, j'ai pas de problème à me reconnaître des affinités, mettons, avec des auteurs qu'on pourrait qualifier d'anarchistes de gauche ou des trucs de même. Je vais lire certains de leurs trucs et je vais être d'accord avec ce qu'ils racontent. Là. Donc, tu penses qu'un personnage comme Henry David Thoreau ou des gens comme ça, moi, je lis ce qu'ils écrivent puis je peux avoir une sympathie pour ces trucs-là. Je me sens pas dans l'obligation d'être en guerre contre ces gens-là parce qu'on est d'un autre clan. Ou... OK, bien, dans ce cas-là, le meilleur exemple, c'est peut-être la nuance que j'allais faire. C'est pas peut-être la nuance, c'était la nuance que j'allais faire. Le problème, c'est généralement les partisans qui, eux, pensent qu'on devrait tous croire aussi intensément qu'eux et d'avoir les mêmes préférences qu'eux. Le problème, c'est que quand tu leur demandes aux partisans de te dire la vérité sur quelque chose, généralement, ils vont mentir. Si c'est en contradiction avec l'attachement à la tribu dans laquelle ils font part. Là, pendant que tu parlais, j'ai trouvé l'article. Là. Ça s'appelle Partisan Bias and Factual Belief About Politics. En gros, tu as des faits qui sont indépendants de ton attachement politique. Est-ce que le chômage a augmenté cette année? Est-ce que l'inflation a augmenté cette année? Est-ce que le chômage est plus élevé chez les républicains pendant un règne républicain que pendant un règne démocrate, etc. Donc, des choses qui n'ont aucun lien avec. Ouais, tu n'as même pas besoin de dire, est-ce que. Ouais. Ben, en fait, la meilleure, c'est. OK, puis là, c'est le passage que je vais vous lire, c'est mon préféré. The Experiment Shows. Fait que là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des gens dans une salle, des républicains et des démocrates, qui étaient des membres actifs, des partisans. Et on demande si tes croyances corrèlent avec ton rapport à l'information. Et ce qui se passe, c'est que dans l'expérience qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont fait l'expérience une fois et après, ils ont offert des paiements pour la validité factuelle des affirmations. Et donc, voici le passage. The experiments show that small payments for correct and don't know, c'est-à-dire que tu as même la possibilité de dire je ne sais pas, ce qui est quand même ne pas te prononcer. Juste ne pas te prononcer si tu n'es pas sûr. Small payments sharply diminish the gap between Democrats and Republicans in response to partisan factual questions. Là, il y a des questions partisanes, ça serait de dire, par exemple, le chômage a augmenté sous les républicains alors qu'il a baissé chez les démocrates et l'inflation était plus élevée chez les démocrates que les républicains alors que dans les deux cas, c'est l'inverse qui est vrai. Et voici, donc ça, si tu poses cette question-là puis que les faits ne sont pas en lien avec ton idéologie, mais que tu offres paiement et là, les gens disent le vrai fait, ça veut dire que non seulement non seulement la personne était au courant qu'elle mentait, mais pour des paiements vraiment minuscules, elle était prête à changer complètement la réponse qu'elle offrait. Et là, la deuxième partie de la citation. The results suggest that the apparent difference in factual belief between members of different parties may be more illusory than real. Ça, là, ça a été, cet article-là, quand je l'ai eu la première fois en 2013, ça a vraiment, vraiment changé une tonne de choses pour moi parce que c'était un article hyper factuel qui n'essayait pas de dire si c'était bien ou mal d'un côté ou de l'autre. C'était vraiment sur pourquoi est-ce que des partisans mentent. Mais raison, c'est important. L'attachement à leur tribu est plus important que la vérité. Mais c'est important cet attachement-là. Parce que je vais te donner un exemple. Quand tu écoutes les séries, les World Series de baseball, okay? Moi, je tripe ces Blue Jays. OK, j'écoute les Blue Jays. Évidemment, ils ne font pas les séries. Parfait. Mais là, tu les écoutes pareil, toutes les games. N'importe quelle équipe de Toronto ne devrait jamais être permis d'aller dans des qualifications. Arrête, man, ils ont un Christy de bonté, mon baseball. C'est Toronto. Toronto a été à son meilleur après 1813 quand les Américains ont visité. Tout ça étant dit, la première chose, là, tu arrives, là, tu as le Final Four. Puis quand tu dis aux gens que tu es en train d'écouter les séries, la première chose qu'on va te demander, c'est pour qui tu prends. Pourquoi qui je prends? J'écoute le baseball, mais je ne prends pas personne. I just love the sport. Tu sais. C'est le fun, mais à toutes les fois, tu vas dire j'écoute les séries, tu écoutes les séries. Ouais, pour qui tu prends? Pourquoi qui je prends? Je prends pour personne. Je m'en sac des Astros, je me sac des Braves. C'est pas important. Je prends pour les Blue Jays, ils sont pas là. Je peux-tu regarder le baseball pareil? Tu sais? Puis, ce qui est une des raisons, je pense, pourquoi Germain avait une capacité à débattre et à rester positif,
Puis ça, c'est totalement spéculatif de ma part, mais à un moment donné, je pense que pour évoluer là-dedans depuis longtemps, là, les idées politiques au Québec, moi, depuis que j'ai pris pour acquis que j'avais perdu puis je vais toujours perdre, dans le sens que dans le sens que tes idées ne seront jamais majoritaires. Les idées libre-marché, je veux dire, ça n'arrivera pas demain matin au Québec. Mon deuil est fait depuis très, très, très longtemps. Ça fait en sorte que c'est rendu... Je pense que j'ai retrouvé la vraie liberté de parole à ce moment-là, parce qu'après ça, tu arrives, tu te dis, si quelqu'un n'est pas d'accord, ou si ça nuit au Parti conservateur du Québec de dire telle chose, ou si ça n'aide pas les conservateurs fédéraux de dire telle affaire, ou... ça me passe du pied vers la tête. Tu sais, je veux dire, ça me passe vraiment du pied vers la tête, parce que les partis politiques n'ont pas d'importance. L'idée, c'est de dire, je crois dans le libre de marché, je veux plus de compétition. L'UPA, tu sais, je suis capable d'avoir les deux arguments suivants. On devrait libéraliser le marché du lait. Et je suis capable aussi de dire que, stratégiquement parlant, Maxime Bernier a fait une erreur en focusant sur le marché du lait dans sa campagne électorale à chefferie conservatrice. J'ai la capacité de dire ces deux choses-là. En même temps, c'est ça qui l'a amené presque à gagner aussi. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si on prend juste la discussion économique comme telle, je suis très, très, très pro au libre marché. Si là, je me dis, bon, il faut que maintenant tu interagisses avec la gang de débiles qui te servent de lecteurs. C'était peut-être pas une bonne idée de mettre l'emphase juste sur ça. Oui. Mais prenons un autre exemple plus prenant encore. D'un point de vue strictement philosophique, moi, je suis pour la libre circulation des gens, là, dans le respect de la loi, évidemment. Là. Je ne pense pas que c'est une bonne affaire que les gens arrivent au Canada en passant par le sous-bois. Là. Mais d'un point de vue personnel, c'est ce que je pense. Après, je ne suis pas cave. Je comprends que d'un point de vue électoraliste, les partis politiques qui sont plus à droite ou qui sont plus libérales d'un point de vue économique ont toujours tendance à aller jouer dans l'aspect identitaire et sécurité. Puis je le comprends. Comment je pourrais dire ça? Ça fait longtemps que j'ai arrêté d'être révolté par cette réalité-là parce que je la comprends puis je sais pourquoi ils font ça. Là. La plus grosse critique qu'on a toujours eue au réseau Liberté Québec, ça a toujours été la même. La vraie critique, puis du monde nous en voulait pour vrai, là, c'était d'avoir invité un Mathieu Bock-Côté à notre conférence. Alors que sur plein de sujets, un gars comme Mathieu Bock-Côté, il est super intéressant. Là. Je veux dire, c'est un gars qui a lu, c'est un gars qui est érudit, tu sais qu'il y a de quoi dire. Tu peux être complètement en désaccord avec lui sur le nationalisme. J'en suis. Je trouve que son nationalisme est beaucoup trop poussé. Mais est-ce que j'aime écouter et lire ce gars-là? Oui, j'ai déjà lu ses livres. Un ou deux livres de sa part. Puis j'ai apprécié ma lecture. Là. Mais je ne suis pas obligé d'être d'accord. Puis je veux dire, est-ce que vous pouvez arrêter de nous envoyer des courriels de merde parce qu'on l'a invité? Je veux dire, si un gars comme moi qui est très libre à marché est capable d'écouter un gars comme Bock-Côté et d'avoir un plaisir à l'écouter, viens pas m'envoyer chier parce qu'on l'a invité. C'est quoi cette affaire-là? Puis un mouvement aussi, c'est pas une secte. Là. Je veux dire, à un moment donné, moi, sérieusement, la quantité de livres que j'ai lus, de gens avec qui je partage pas... fondamentalement, je me sens plus distant d'eux que je me sens rapproché, on va dire ça de même. Mais je suis capable de voir que quelqu'un écrit sur quelque chose qui est carrément intéressant. Je m'empêche. C'est pas parce que j'apprends que, mettons, tel historien est un militant de telle cause socialiste ou je sais pas, mais il écrit un livre super intéressant sur, je sais pas, moi, l'époque de Napoléon. Je m'empêcherai pas de lire le livre à cause de ça, à cause que j'ai appris ça. Là, je veux dire, à quelque part, je m'en fous. Là, mais à quelque part, il faut que tu acceptes que tu perdes. Il faut que tu acceptes que de gagner ton point sur la place publique, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de donner accès à ce débat-là à la population. Pour que d'autres personnes fassent leur propre réflexion. Vincent, on ne vit pas... Parce qu'on ne vit pas à cette époque-là, les gars, malheureusement. Ah, je sais, on est dans le wokisme par-dessus la tête. Cancel culture, puis ouais. Étrangement, j'aime pas ce terme-là parce que il y a quelque chose qui me gosse dans le fait que c'est un terme qui est employé par des gens de droite pour écœurer des gens de gauche. C'est comme quand les gens de droite disaient « Ah, regarde le snowflake ». Le but d'utiliser le terme woke, c'est un peu comme pour déstabiliser. C'est comme une sorte d'attaque à hominem. Je comprends qu'est-ce que ça veut dire. Ouais, ben ça vient d'eux en même temps aussi. C'est eux qui sont revendiqués comme ça.
Ben, j'aimerais ça voir à quelle proportion. Parce que c'est comme si tu avais trouvé. C'est un peu comme quand. As-tu déjà lu un texte écrit en écriture inclusive? As-tu déjà lu ça? Non, attends une minute. Attends une minute. Il y a toujours un gars à droite qui va dire je suis néolibéral et c'est le seul qui va le faire. Là, il y a des gens de gauche qui vont trouver ce gars-là, pour ça, ils vont dire regarde, on va utiliser le mot néolibéral maintenant. Je peux sûrement trouver quelqu'un à gauche qui a vraiment ouvertement décidé que c'était la manière d'écrire. Alors que si je prends la personne médiane à gauche, il va dire ben, il y a du monde qui sont confus à leur identité de genre, qui ont une difficulté à se situer, et peut-être c'est plus courtois de les appeler X ou Y. Fine. Fine. Si c'est ça ton point, go for it, c'est pas déraisonnable. Mais j'aimerais ça voir quelle proportion des gens de gauche vraiment ont la vision caricaturale du terme woke qu'on leur assigne. Il y en a que c'est vraiment ridicule, mais ils étaient ridicules avant ce terme-là.